Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la quatrième étape des 4 jours de Dunkerque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée où il y avait des pavés pour cette étape. C'était pas simple du côté de Dunkerque. Et puis à la fin on a eu la victoire d'une échappée. Ça arrive pas tous les jours à Dunkerque, donc on va revenir un petit peu sur les tops et les flops de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Alors je ne l'ai pas fait pour les 4 jours de Dunkerque pour cette étape, parce que le problème c'est que l'étape est arrivée avant le Giro, sauf qu'il y avait un décalage de 15 km, même pas entre les deux épreuves. Donc le temps d'enregistrer une vidéo, ça aurait été un peu le bordel. Donc j'ai privilégié le Tour d'Italie. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus ça permet de mettre en avant les vidéos de la chaîne. Et puis du côté des personnes qui ont les moyens et qui veulent également soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On regarde tout de suite cette étape des 4 jours de Dunkerque. C'était pas une étape simple avec des pavés. Alors il y avait 2 secteurs pavés sur cette journée, c'était pas loin de Pont à Marc, et c'était 2 secteurs pavés du côté de Canfin en Pével pour cette journée. Donc c'était assez marrant d'avoir ces 2 secteurs pavés, donc vers Orchy, Canfin en Pével pour cette étape. Je sais pas si c'était des secteurs, j'ai oublié de regarder si c'était des secteurs de Paris-Roubaix, mais ça faisait un final qui était assez compliqué, avec pas mal de tours en plus sur ce circuit final. Voilà, il y avait 5 tours quasiment de circuit. Donc c'était pas évident pour les concurrents. Surtout à la veille de l'étape de Cassel, l'étape était assez courte, donc en plus on savait qu'on allait rentrer assez vite sur le circuit final, ce qui faisait 14 secteurs pavés, je crois. Donc c'était assez incroyable quoi, le nombre de difficultés au programme pour cette journée. Donc c'était très difficile, voilà, cette étape. On a eu une échappée qui n'a jamais eu beaucoup d'avance. C'est aussi, voilà, on avait Van Ger-Louveux, vous aviez Leroux, Goujard, Kopecky qui ont tenté, vous aviez Sajnok, le coureur de la Q36, il y avait Frison également qui était un moment, je crois, dans l'échappée ou un moment dans le peloton. On reviendra sur Frédéric Frison, mais il y avait pas mal de coureurs dans cette échappée qui n'a jamais eu beaucoup d'avance. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder, on avait 1 minute. Donc le peloton était plutôt dans le bon timing, mais le peloton n'a jamais réussi à véritablement bien s'organiser pour revenir sur cette échappée. L'échappée n'était pas hyper bien organisée non plus, mais ça roulait vite, hein, 46,47 de moyenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait dans la dentelle sur cette étape. Et avec cette échappée qui, malgré de multiples attaques, arrivait toujours à se retrouver. Il y avait toujours 3-4 coureurs qui arrivaient à rouler bien correctement ensemble. C'est vrai qu'avoir un Alexis Goujard ou un Samuel Leroux, c'est quand même avantageux aussi parce qu'on sait que ce sont des baroudeurs de qualité. Et derrière, je pense que ça ne s'organisait pas des masses parce que tout le monde avait un peu peur de Sam Bennett en se disant: putain, on va encore se faire se taper par Sam Bennett. Certains coureurs voulaient juste rester dans le peloton. Dans certaines équipes, on voulait juste que le leader reste dans le peloton. Et quand votre leader n'est pas forcément le meilleur sur les pavés, on se dit avant l'étape de Cassel, voilà, faut quand même peut-être, sur les pavés sur le plat, parce que Cassel, il y a encore des pavés aussi. Mais on se dit bon, on va peut-être faire attention. Et puis ça a été, oui, encore une grosse journée de cyclisme sur ces 4 jours de Dunkerque. Donc ça a vraiment fait mal, voilà, pour les coureurs. Et puis on verra maintenant l'étape de demain avec le Mont Cassel, mais avant tout de voir le Mont Cassel. Et puis le final, oui, assez tendu. Bon, on y reviendra. Pourquoi assez tendu? Parce qu'on a eu un leader qui était pas loin de se faire avoir, hein. Van Ger-Louveux était un petit peu présomptueux, a levé les bras un petit peu trop tôt, il a failli se faire avoir. On a failli avoir encore la même phrase de Steve Chanel: oh le con! Oh le con!
comme on avait eu du côté de la classique VAR avec Tobias Haaland, Johannessen, le coureur de la Uno X. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top de cette étape, de cette journée, bien entendu le vainqueur du jour de la Quick Step, Warre Van Geluwe, coureur qui a rejoint l'équipe 1 de la Quick Step cette année. Il était l'année dernière dans l'équipe de développement de cette formation, qui était de retour, l'équipe Soudal Quick Step Développement. Il a rejoint l'équipe, il a fait le Haloula Tour, on l'a vu également sur le Tour de l'Algarve, pas forcément des grands résultats, plutôt un rôle d'équipier. Et puis au mois de mai, il a eu son meilleur résultat du côté de la Elfsteden Ronde de Bruges. C'était avec l'équipe de développement, parce que vous savez que des fois vous avez le droit à ce que certains coureurs retournent dans l'équipe de développement, dans certains, même s'ils sont dans l'équipe 1. Et ça s'était plutôt bien passé sur cette course. Il avait fait également l'échappée à Eschborn-Frankfurt et là donc il a fini vainqueur de cette étape. J'avais pas vraiment beaucoup de résultats pour ce jeune coureur de 22 ans, à part qu'il avait remporté la Youngster Coast Challenge et le 3e du Tour du Loir-et-Cher, donc ils sont plutôt des courses intéressantes chez les jeunes. Il avait fait également 8e du Flanders Tomorrow Tour l'année dernière, donc c'était des résultats qui étaient honorables, mais il n'y avait pas vraiment de grosses victoires, voilà, dans son palmarès, à part cette Youngster Coast Challenge. Mais il avait fini premier du classement des jeunes du Tour des Loir-et-Cher. Et puis du côté de la Quick Step, de toute manière, on n'avait pas grand monde. C'est-à-dire dans l'effectif au départ, c'est vrai que cette équipe est assez légère au départ de ces 4 jours de Dunkerque. Donc moi, je ne m'attendais pas à grand-chose pour cette formation. Mais hier, il s'en est très très bien sorti. Je trouve qu'il a fait vraiment du très très bon boulot. Il a profité aussi du fait qu'il y a quand même Casper Asgreen qui fait un peu peur pour demain. Donc je pense que ça a aidé. Mais c'est vrai que Van Geluwe, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. À Soudal Quick Step, on ne s'attendait pas peut-être à un gros résultat. Après, comme je l'avais dit aussi un petit peu en introduction de cette épreuve, c'est qu'on a toujours un peu des surprises sur les 4 jours de Dunkerque. Il y a toujours des coureurs qui arrivent à s'en sortir, à tirer un petit peu leur épingle du jeu. Et bien c'est le cas de Warre Van Geluwe, grand gabarit, là on est vraiment sur un gabarit de Flandrien, 1,89, 79 kg, c'est pas un coureur qui va passer correctement les bosses de Cassel demain, cet après-midi plutôt. Mais voilà, il a su saisir l'opportunité, il était dans une belle échappée au départ, bon voilà, ça lui fait une belle victoire chez les professionnels. Lui qui a encore un contrat pour l'année prochaine, donc peut-être que c'est un coureur qui va commencer à aimer les routes du Nord, parce qu'il a totalement le gabarit aussi pour être performant sur un Paris-Roubaix. Il a un frère également qui a été coureur cycliste qui est toujours coureur cycliste mais chez les amateurs, Sepe Van Geluwe, notamment qui avait fini 6e il y a 2 ans d'une étape du Tour de la Guadeloupe. Et il avait fait 7e également du Tour du Bénin en remportant une étape à Paracou. Donc voilà pour son frère qui est amateur. Voilà. Pas toujours facile le cyclisme en Belgique parce qu'il y a beaucoup de coureurs, donc c'est pas toujours facile de trouver sa place dans les pelotons belges parce que même chez les juniors il y a déjà pas mal de densité. Et donc c'est peut-être ce qui a posé problème à Sepe Van Geluwe, mais alors son frère a réussi à trouver une place chez les professionnels et donc première victoire chez les pros, comme pour Milan Fretin également qui s'était imposé du côté du Touquet. C'était lors de la journée de mardi. Deuxième coureur top, Alexis Goujard. J'ai failli croire que c'était la semaine des revenants entre Julien Alaphilippe, avec également même Pozzovivo qui fait pour le moment un bon début de Giro, avec également Alexis Goujard, avec Sam Bennett. Je me suis dit putain, c'est la semaine des retours, des comebacks. C'est pas passé loin pour Goujard. Il est toujours très solide dans les échappées. C'est toujours un coureur dangereux dans les échappées, Goujard. On l'avait assez peu vu dans ce rôle-là en tant que baroudeur, parce que c'est vrai qu'il a été utilisé également en tant qu'équipier, notamment de Brian Cocard. Mais on s'aperçoit que Goujard en baroudeur, tu sais que c'est un coureur qui sera dur à rattraper. Parce que c'est un coureur qui reste, qui roule tout le temps, quoi. C'est-à-dire que même s'il n'y a que 10 secondes d'avance, il roule tout le temps. Là, l'échappée, vraiment dans le final, il y avait 1 minute d'avance.
avec un peloton derrière qui semblait organisé, ils n'ont jamais réussi quasiment à rentrer sur lui. Il a fallu attendre les 300 derniers mètres. C'est lui qui relance en plus le coup avec Van Gerwen. C'est-à-dire que s'il ne relance pas, je ne suis pas sûr que Van Gerwen s'impose. Donc il a bien fait de relancer. Alexis Goujard, bon ça ne va pas au bout pour lui, mais c'est un coureur qui est quand même intéressant toujours, puis qui s'est montré là, pour les équipes professionnelles, parce que c'est un coureur qui n'a qu'un contrat pour 2024, qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il a montré quand même, grâce à cette étape, et puis il a fait quand même pas mal de boulot depuis le début de saison pour aider ses leaders. Je pense qu'il a montré aussi ce qu'il était en capacité de faire, Alexis Goujard, pour aider des leaders. Ça mériterait quand même peut-être d'être prolongé du côté d'Alexis Goujard de 2 ans, de 3 ans, peut-être pour aller jusqu'à 34-35 ans. Du côté du coureur français, parce qu'il a 31 maintenant. Mais c'est vrai qu'il a fait un super boulot aujourd'hui dans l'échappée. Ouais, il a fait du très très bon travail du côté de Pont-à-Marc. Donc ouais, c'est toujours un coureur intéressant, Alexis Goujard, donc j'espère qu'il sera prolongé. Et puis là, il a pu montrer ce qu'il savait faire et qu'il était toujours très dangereux dans les échappées. Donc il faut toujours faire attention à lui, à Alexis Goujard, parce que je rappelle que ses meilleurs résultats, il les a eu dans des échappées. Il a toujours été très très dangereux, Alexis Goujard, dans ce rôle-là. 11 victoires quand même chez les professionnels, déjà vainqueur d'une étape sur les 4 jours de Dunkerque. Ça remonte, c'était en 2015. Quatrième également du classement général de cette course, c'était en 2018. Vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Avenir en 2013. C'était une étape contre la montre, je crois. Oui, c'était un prologue où s'était imposé devant Lasse Norman et Julien Alaphilippe, qui était troisième de cette journée. Il y avait Simon Yates également, Sutterling, Stefan Kung, qui était à 8 secondes, Van Baarle aussi, qui l'avait battu, Sean Deby, qu'on n'a pas trop vu chez les professionnels ensuite derrière, qui n'a pas forcément eu des très grands résultats sur la suite. Il y avait du bon monde, hein. Et il y avait Martinelli également. Il y avait Tennyson, c'était une belle génération. Valgren aussi, Caleb Ewan, Mohoric, qui était là aussi, Sven-Erik Byström, Patrick Conrad. Il y avait du bon monde cette année-là. Oui, donc pour revenir à Goujard, on sait que ça reste un coureur dangereux parce que c'est un très bon rouleur. Alors même s'il n'a pas gagné beaucoup de contre-la-montre, mais c'est toujours un coureur qui est dangereux. On sait qu'il est capable d'obtenir des grands résultats en échappée. Il faut toujours faire attention à lui. Voilà. On sait que c'est en échappée qu'il est dangereux, Alexis Goujard. Donc il faut toujours faire gaffe à ce coureur-là. Et puis on espère surtout qu'il aura un contrat pour l'année prochaine, qu'on lui retrouvera une place, parce qu'en ce moment, je trouve quand même qu'il fait du bon travail chez Cofidis. Je trouve qu'on a retrouvé du bon Goujard, et c'était pas assuré du fait qu'il revenait d'une saison chez les amateurs. C'est pas toujours simple de retrouver l'élite. On continue avec Sam Bennett. Je pense qu'il a manqué à Sam Bennett pour cette journée, c'est un peu de monde dans le final. Il se retrouve un peu seul en fait, Sam Bennett. Il n'y a pas vraiment de train du côté de sa formation. Et ça a manqué. Ça a manqué véritablement du côté de Sam Bennett. Parce que quand on voit dans son sprint est très bon, sauf qu'il le démarre de très loin. Et heureusement que Van Gerwen se relève, parce que sinon il n'y aurait pas eu la bagarre pour véritablement savoir qui s'était imposé. Mais tu t'aperçois bien qu'il est un peu limite, quoi, hein, pour aller chercher son adversaire, parce qu'il part de trop loin, parce qu'il n'y a pas véritablement de rythme du côté de l'échappée. Il manquait un petit peu de monde, voilà, du côté de cette formation. Donc c'était le petit souci pour ce coureur. On aurait aimé tout simplement Sam Bennett gagner 3 étapes en 3 jours. Mais là, il était un peu seul. Voilà, le coureur irlandais, malgré tout, il a retrouvé une grande confiance. Il est en tête du maillot vert avec 51 points. Il est toujours en tête du général, même si du côté de Cassel, ça va être compliqué. Et puis, il y aura toujours l'étape de Dunkerque également lors de la dernière journée, où il pourrait être très, très dangereux. Mais je trouve qu'il a retrouvé beaucoup de confiance grâce à ses résultats ces derniers jours. Puis on espère que maintenant ça va le faire chez Decathlon, que la saison est lancée et qu'il obtiendra des beaux résultats, des belles victoires, le coureur irlandais, parce que je pense que il a retrouvé la confiance qui lui manquait grandement ces derniers temps, et il a retrouvé vraiment
un beau niveau de performance. Et puis, moi, on se souvient des propos à l'intersaison de la Décathlon AG2R qui nous disait il s'entraînait pas forcément très bien. Sam Bennett dans les équipes précédentes, on a remodifié sa manière de s'entraîner et ils étaient très confiants quand même lors de l'intersaison. Alors il faut toujours se méfier parce que les mecs vont pas dire ce mec-là c'est une pipe en bois et une pompe à vélo et voilà, mais ça voulait dire quand même qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas avant. Ils ont essayé de remodifier des choses, ça a l'air de marcher. Il tournait autour depuis le début de saison, mais les jambes étaient bonnes. J'avais dit, quand il fait 20e au Muro, on ne le voyait pas du tout être présent, on pensait qu'il serait lâché. Il y a pourtant beaucoup de coureurs sprinteurs qui sont lâchés. Lui, il arrive à résister. Quand il fait 4e à Sisteron, c'est encore un sprint qui est difficile. On n'est pas sur un terrain qui est complètement plat. Il arrive à faire du bon boulot. La question est de savoir est-ce qu'on mettra Sam Bennett sur le Tour de France. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est prévu? Normalement, c'était Félix Gall. Félix Gall n'a pas forcément eu des grands résultats depuis le début de saison, donc peut-être est-ce qu'on va assurer la donne avec un Sam Bennett ou est-ce qu'on attendra la Vuelta parce que il y aura des opportunités, notamment en première semaine sur la Vuelta pour des sprinteurs. Et ça pourrait convenir à Sam Bennett, surtout qu'il a déjà 5 victoires d'étape sur cette épreuve. Je rappelle qu'il fait partie des 109 coureurs à avoir gagné sur les 3 grands tours, également maillot vert du Tour de France 2020. Il faut s'en souvenir, à l'époque où il était chez De Koninck Quick Step. Donc 2 fois vainqueur de Paris-Bourges, ça c'est toujours important à signaler. Et puis qu'est-ce qu'il a gagné d'autre? 9 étapes du Tour de Turquie en 3 éditions. Et Eschborn-Francfort, c'était en 2022. Sa première année à la Bora, voilà, qui avait été plutôt intéressante, mais même si ça avait mis du temps à décoller. Par contre, la deuxième saison, elle avait été très compliquée. 2023, en termes de résultats, ça avait pas été fantastique, surtout sur les grandes courses. Donc, il avait gagné que sur le Sibiu Cycling Tour et sur une étape du Tour de San Juan qui était la première étape et qui s'était jouée aussi avec des circonstances de course. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la route partait vers la droite et les coureurs avaient continué tout droit. C'était très très mal signalé sur cette course. Bon, on regarde tout de suite le 4e coureur au top, c'est Paul Hennequin. Je trouve qu'il est très régulier depuis le début de la semaine, Paul Hennequin. 5e aujourd'hui. Ça, c'est un coureur qui mériterait d'être dans une équipe un petit peu supérieure en termes de niveau, parce que je trouve quand même que là, sur ces 4 jours de Dunkerque, 2e au Touquet, 10e à Bouchain, 5e ici à Pont-de-Marc. Sur le région Pays de la Loire-Tour, il avait pris également une 4e place, 2e du classement de la montagne, également de cette même course. 7e de la dernière étape du Tour de la Provence, 9e de la première étape, donc ça fait quand même beaucoup de top 10 pour ce coureur. Il mériterait d'être dans une structure un petit peu plus grande qui lui permettrait peut-être de s'épanouir encore plus, Paul Hennequin, parce que je trouve que c'est un sprinter qui a des très bonnes qualités, qui passe quand même un peu les pavés, ça veut dire qu'il a bien résisté aujourd'hui, et vu son gabarit, je pense que les bosses, ça ne doit pas trop le gêner, parce qu'il fait 64 kg pour un 75, donc c'est pas un super grand gabarit. Donc je pense que c'est un sprinter qui pourrait intéresser des équipes. Paul Hennequin, si j'étais Total Energy, si j'étais Cofidis, si j'étais même Decathlon, voilà, si j'étais une équipe de World Tour, si j'étais une équipe de 2e division, comme Total, mais également comme la nouvelle structure française qui doit démarrer dans quelques temps, avec des jeunes coureurs, 21 ans, 22 ans l'année prochaine, parce qu'il est né en décembre. Ça, c'est un coureur qui est intéressant, je trouve, Paul Hennequin. Et Nice Métropole, c'est pas une assez grande structure, je pense, pour lui. Donc, ça serait bien de le trouver dans une équipe plus grande du côté de ce coureur. Lui qui a remporté l'année dernière le Tour d'Algérie, également vainqueur d'une étape du Tour du Kosovo, c'était en 2021. Il faut savoir que Nice Métropole fait pas mal d'épreuves un petit peu exotiques dans son calendrier pour marquer des points UCI. Il avait été présent l'année dernière, je regarde, oui, sur le Tour d'Algérie, donc c'était au mois de mars, il avait été très bon. 8e du Grand Prix de la ville d'Alger. Sinon, en termes de résultats, c'était quand même bien moins fort que ce qu'il est en capacité de faire sur les grandes épreuves. Il avait pris la 5e place d'une étape de la route d'Occitanie l'année dernière, qui était son meilleur résultat sur les courses importantes. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. 2 bonnets d'âne pour cette étape. Le premier, c'est la DSM. C'est la DSM, parce que c'est pas organisé, parce que ça reste chaotique au niveau de la manière de faire. Et c'est vrai que je me disais, la DSM, ils avaient quand même Degenkolb au départ. Ils avaient Ekhoff qui a abandonné, mais ils avaient Van Uden.
Et De Genkolb, je me disais, sur cette étape-là, avec les pavés, putain, il va être formidable, il va réussir à faire une grosse journée. Bon, bah, De Genkolb, aujourd'hui, du côté de la DSM, ça n'a pas été exceptionnel, hein. Il finit 26e. Casper Van Uden fait 12, alors que, bah, là encore, c'est assez incompréhensible. Ils sont 3 dans le final. On a vu ni Sean Fly, ni De Genkolb faire le travail pour Van Uden. C'est-à-dire que dans le final, il se retrouve encore très seul, Van Uden. Bon, s'il n'a pas de train, il ne peut pas faire non plus des miracles à un moment, ce coureur-là. Il faut qu'il ait un train. Encore une fois, un sprinter a besoin d'avoir une équipe autour de lui. Et on voit que c'est ce qui lui avait permis de s'imposer sur le Halou La Tour, c'est qu'il avait une belle structure autour de lui. Le problème, c'est que depuis, ça s'est quand même pas mal délité du côté de la DSM. Alors, je me répète un petit peu des jours précédents, mais je me disais avec les pavés, c'est une structure qui peut... De Genkolb, ça peut être vraiment une belle carte sur cette journée. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Et en plus, Ekhoff abandonne. Ekhoff qui aurait pu être intéressant. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner du côté de l'étape de Cassel. Niels Ekhoff, malgré son grand gabarit, parce qu'il passe plutôt bien les bosses. Bon, ça ne sera pas le cas non plus. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est une équipe qui est pas dans une bonne dynamique en ce moment. Qui a du mal à obtenir des bons résultats. Alors ils sont venus aussi avec des jeunes coureurs, hein. Je pense Patrick Eddy, c'est un coureur qui a 21 ans. Mais bon, en fait à une époque DSM c'était intéressant pour les jeunes coureurs parce qu'ils pouvaient arriver dans cette structure, s'exprimer, il y avait de la place pour eux. Mais sauf que si c'est de la place, mais pour pas faire des grands résultats, au bout d'un moment c'est un petit peu compliqué. Là je vois Sean Flynn, cette année, il n'y a que sur le Tour des Alpes-Maritimes où il prend la 2e place à Antibes. Le reste, c'est faiblard. Pour un coureur qui a quand même remporté une étape de l'Istrian Spring Trophy, quand même une course importante chez les jeunes, c'est pas fantastique. 4e également de Paris Tour Espoir, en passant, donc ça aurait pu le faire. Et tu t'aperçois que oui, dans cette structure, il y a de plus en plus de coureurs qui partent au bout d'un moment parce que bon, ils se disent ça travaille pas bien, ça travaille pas correctement, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et là, les résultats de cette structure depuis le début de saison, c'est quand même pas fantastique. Donc ça serait bien de rectifier le tir parce que là, sinon, encore une fois, hein, c'est pas une équipe qui est à l'abri de la 2e division. Et DSM en 2e division, je suis pas sûr qu'ils soient invités sur beaucoup de courses, parce que ça c'est aussi le problème quand vous retombez en 2e division, c'est les invitations. L'Auto avait des invitations parce que c'est une équipe belge. C'est une équipe belge, c'est une équipe qui est là depuis des années et des années. DSM, et puis le sponsor est là depuis des années et des années. Le Loto belge, il sponsorise depuis les années 90. Depuis le début des années 90. Le problème de la DSM, c'est que, certes, la structure est ancienne, c'est 2005, c'est Skill Shimano, mais en soi, DSM, il sponsorise depuis 3-4 ans, grand maximum. Et puis, il va peut-être y avoir une réflexion au bout d'un moment du côté des sponsors de est-ce qu'on ne se concentre pas non plus que sur le cyclisme féminin, qui lui est en World Tour, qui lui obtient des résultats, notamment grâce à Juliette Labousse ou Charlotte Cole, même si cette année c'est un petit peu plus compliqué pour Charlotte Cole, et se dire, et Playfair Gargi également, qui obtient des résultats, et de se dire, bon, les garçons, on s'en occupe plus, quoi. Un peu ce qu'a fait Human Powered Health. Donc, vu que les budgets sont croissants, ça peut être une réflexion. Mais c'est vrai qu'on se disait avec l'arrivée de PostNL, il y a un sponsor en plus, des moyens en plus du côté de la DSM. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas en plus. Et puis je termine avec Frédéric Frison, le coureur de la Q36.5. C'est pas son année, hein, Frédéric Frison. Hein. C'est pas son année du tout, abandon. Grosse chute dans le final de l'étape. J'ai pas de pronostic sur sa blessure. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos supplémentaires sur sa blessure. C'est la 2e fois qu'il se blesse en plus aux 4 jours de Dunkerque. Parce qu'il avait eu une grosse blessure en 2017 sur cette course-là, lors de la première étape, ce qui lui avait coûté 20 semaines d'arrêt, ce qui est énorme. Il avait pas repris en 2017. Il s'était arrêté aux 4 jours de Dunkerque, voilà, il n'avait pas repris derrière. Ensuite, en 2018, il avait obtenu des bons résultats, il avait réussi à se remonter, notamment 3e de la Primus Classique
5e des championnats de Belgique du contre-la-montre, 3e également de Dwarsdorp West-Vlaanderen à Johan Museeuw classique. Donc ce qui est plutôt pas mal d'obtenir des résultats sur ces 2 épreuves. Parce que la Primus classique, qui s'appelle maintenant la Super 8 classique, voilà, qui est toujours au mois de septembre, et puis Johan Museeuw classique, qui elle n'existe plus. C'était la dernière année, même en 2018, remportée cette année-là par Rémi Cavagna devant Florian Sénéchal et Frédéric Frison, les 2 coureurs de la Quick Step qui avaient réussi à finir ensemble. Cavagna qui avait fait 7 km en solitaire, belle performance dans cette épreuve qui désormais n'existe plus dans le calendrier. Peut-être qu'elle reviendra un jour. Et là, ouais, nouvelle blessure. C'est un coureur qui est souvent tombé en Belgique, hein, parce que Shell Deprage, Vlaanderen, et puis surtout là, il avait eu un incident en début de saison. Il avait été mordu par un chien, ce qui lui avait vraiment bloqué tout son début de saison. Et là, il retombe de nouveau. Donc, ouais, il a du mal à enchaîner les saisons sans problème, Frédéric Frison. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis bon, chez Q36 il change d'équipe, avoir une première année comme ça, c'est vrai que c'est pas l'idéal, surtout que c'est pas forcément un coureur qui a eu dans son passé des grands résultats. Bon, 2023 c'était pas mal aussi, mais c'est pas forcément un coureur qui a eu des top résultats dans sa carrière. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu problématique. Les équipiers, quand ils veulent trouver un point de chute, c'est pas toujours évident. Et puis comme lui, il a quand même raté pas mal de classiques en début de saison, avec ses soucis de blessure, là c'est sûr que c'est pas l'idéal du tout, avec ce nouveau problème pour Frédéric Frison. Et puis là, il est tombé fortement, grosse chute. Je pense que au niveau clavicule, omoplate, ça doit encore, voilà, ça a dû encore tomber fort. Donc ça, c'est toujours un petit peu le souci du côté de Frédéric Frison. Je vais même regarder si j'ai une info supplémentaire pour lui. Mais ouais, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Vous avez parfois des années où c'est difficile. Voilà, il avait été attaqué par un chien, voilà, en début de saison, au mois de février. Ce qui fait que ça lui a coûté toutes les classiques flandriennes. Là, de nouveau une chute qui va peut-être lui coûter une partie de l'été. Ouais. C'est pas l'idéal pour le moment du tout pour le coureur belge. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape de Cassel. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.